Bonjour. Alors, est-ce que c'est l'heure de commencer? Je pense que oui. Donc, bonjour tout le monde. Nous avons avec nous Mylène Drouin, qui est à la tête de la Direction régionale de la santé publique. Ça fait 2 ans et elle a travaillé, par exemple, à la direction pendant 10 ans auparavant. Mylène est une spécialiste en santé communautaire et, je dirais maintenant, une spécialiste en pandémie en terrain urbain. Quel apprentissage ça a dû être depuis le mois de mars dernier. On va avoir, comme à l'accoutumée, une période pendant laquelle Mylène va présenter ses constats et va faire une présentation. Par la suite, on aura un échange où on aura l'occasion d'approfondir certains éléments. Je rappelle à tous ceux qui nous écoutent que l'angle qu'on veut aborder aujourd'hui, c'est évidemment, on va parler de la pandémie, on va parler de la situation, mais on va en parler sous l'angle du milieu des affaires, sous l'angle des milieux de travail. Il y a énormément d'autres angles qui sont pertinents dans d'autres forums, à d'autres moments, c'est l'occasion d'en discuter. Mais aujourd'hui, on voulait expressément aborder l'enjeu de l'interface entre la santé publique, les employeurs, les milieux de travail et voir quelles leçons on peut tirer et comment on devrait s'assurer qu'on fonctionne au mieux de part et d'autre dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Donc, sur ce, je vais céder la parole. Mylène Drouin, la responsable de la santé publique pour Montréal. Bonjour à tous. Est-ce que je mets tout de suite la présentation? Mon Dieu, comment ça n'est plus là? Un instant, ce ne sera pas long, là, le whiteboard. OK. Est-ce que vous voyez la présentation? Un instant. Non, c'est pas ça. Un instant, là, ce ne sera pas long. J'essaie de voir pourquoi tout... Ah, elle est là. Parfait. Désolée pour ce contretemps. Alors, bien, merci beaucoup pour cette invitation. Cette invitation à la Chambre des commerces, je dirais, je fais beaucoup de présentations devant le réseau de la santé, les partenaires communautaires, le milieu de l'éducation. Donc, c'est quand même un privilège pour moi là aujourd'hui de vous parler un petit peu de comment on travaille, sur où on en est aussi, l'état de situation, et surtout un des secteurs d'activité de ma direction, qui est vraiment le secteur de santé au travail, qui travaille depuis, normalement, avec les milieux de travail pour réduire les risques à la santé. Mais dans le contexte de la pandémie, on est vraiment en lien avec les nombreux secteurs d'activité de Montréal pour préparer les milieux de travail face au virus, mais aussi pour gérer avec eux les éclosions qui surviennent. Et comme vous l'avez dit en entrée de jeu, là, depuis mon entrée en poste, j'ai eu à gérer les inondations de 2017, la chaleur de 2018 et maintenant la pandémie. Donc, des fois, je me pose la question si je dois rester après parce que je ne sais pas quel genre d'urgence pourrait être plus grosse que celle que l'on vit actuellement. C'est une urgence sanitaire de santé publique, mais qui touche tous les secteurs de la société, dont l'économie. Je pense que d'entrée de jeu, je dirais que depuis le début, on a une excellente collaboration des milieux de travail. Juste pour vous positionner un peu les objectifs sur lesquels on garde toujours notre direction, c'est les 2 objectifs, la réponse pandémique, qui sont vraiment le maintien d'une transmission au niveau le plus bas possible pour évidemment limiter les impacts, protéger les personnes les plus vulnérables de formes sévères de la maladie et toujours respecter la capacité du système de soins. Et on le sait qu'actuellement, notre capacité du système de soins avec la première vague qui a été quand même assez difficile, fait en sorte qu'on doit être encore plus vigilant dans les niveaux de transmission acceptables pour être capable de maintenir les services à la population de base hospitalier. Donc, actuellement, en étant dans le rouge, donc dans les paliers rouges, clairement, on n'est pas dans un niveau acceptable de la transmission et c'est pour ça qu'on module nos interventions. Le deuxième objectif sur lequel on travaille toujours, c'est de vraiment prévenir les effets collatéraux engendrés par la pandémie et l'exacerbation des inégalités sociales qu'on a encore plus dans un contexte urbain comme celui de Montréal. Donc, autant on a beaucoup entendu parler là, de la santé psychologique,
les impacts évidemment sur les familles, le développement des enfants, mais évidemment, quand je parle à vous, bien, il y a évidemment tous les impacts économiques qui ont des répercussions ultimement, oui, sur les entreprises puis sur l'économie d'une société, mais aussi sur la santé des individus qui vivent soit un stress économique majeur ou qui se retrouvent dans des conditions qui ne sont pas favorables au maintien d'une santé. Donc, la première phase de la pandémie était vraiment celle de la suppression. La deuxième phase dans laquelle on est et dans laquelle on va rester jusqu'à temps qu'on ait un vaccin et donc une capacité de développer une immunité collective est celle de la modulation. Et on est déjà aujourd'hui dans une première modulation face à la première hausse. Donc, notre action de santé publique est vraiment en 4 volets, donc de diriger le volet de la réponse pandémique, de contrôler la transmission, et ça, c'est vraiment le cœur de notre travail avec, évidemment, avoir des systèmes de vigie, le dépistage, tout le traçage des cas et contacts, le soutien au milieu dans la prévention et la gestion du contrôle et la vaccination. À cela, on ajoute évidemment des mesures populationnelles qui vont nous aider, dans le fond, à aplanir la courbe. Le troisième volet, c'est vraiment la communication du risque à la population et l'engagement de la population. Et moi, je pense que c'est actuellement le grand enjeu qu'on vit et, je dirais, l'angle mort de la deuxième phase où la population, il y a une certaine fatigue pandémique et la population a des fois certaines réticences à suivre les recommandations et les mesures populationnelles qui doivent être modulées selon la situation épidémiologique. Et le quatrième volet, la mitigation des impacts collatéraux dont je vous ai parlé tout à l'heure. La situation actuelle, bien, évidemment, la première phase s'est terminée le 12 juillet. On a vécu durant le courant de l'été l'épisode, je dirais, des bars, danses latines, donc événements liés à des rassemblements sociaux pour lesquels je dirais que ça a été, donc on est content de l'avoir vécu parce que ça nous a permis de rehausser notre capacité de dépistage et de tester certains éléments pour lesquels on était en préparation pour la phase 2. Et évidemment, depuis la rentrée scolaire, c'est évidemment, c'est pas juste la rentrée scolaire, mais la fin de l'été aussi, et ce qui se retrouve à peu près dans tous les pays, on a évidemment la hausse des cas depuis la fin août qui se voit. Mais depuis, je dirais, la dernière semaine, on voit se poindre un certain plateau, voire même une baisse là, des taux d'incidence, des taux de positivité qui sont assez stables, et ça dans presque l'ensemble des quartiers montréalais. Donc, on ne va pas crier victoire parce que nos indicateurs demeurent dans le rouge, donc à des niveaux qu'on juge inacceptables pour maintenir la capacité de notre réseau de la santé. Comme je vous le disais, au niveau du dépistage, on a réussi à rehausser notre capacité de dépistage par rapport à la première vague. Et évidemment, les taux de positivité sont influencés par la transmission communautaire accrue actuelle. Au niveau des milieux de travail, évidemment, il y a eu beaucoup de travail qui a commencé, je me rappelle, là, autour du 26 mars. Déjà, le ministère nous disait, OK, il faut déjà réfléchir à développer les guides de pratique pour la réouverture des différents secteurs de l'économie, lesquels en priorité. Et il y a tout un travail qui s'est fait entre nos équipes de santé au travail et la CNSST pour bâtir ces guides et ces recommandations qui, des fois, étaient générales, des fois, étaient spécifiques à des champs d'activité. Donc, actuellement, à Montréal, depuis la première phase pandémique, vous voyez en jaune, c'est les éclosions qui sont terminées et en rouge, c'est celles qui sont actives. Et nous avons donc eu autour de 370 éclosions. Actuellement, nous en avons une cinquantaine d'actives. Quelques-unes de plus grosse envergure, mais globalement, la majorité de nos éclosions sont des éclosions de moins de 10 employés, qu'on arrive quand même très facilement, en travaillant et avec la collaboration des milieux, à contrôler la transmission et à éviter évidemment des cas secondaires et tertiaires dans la communauté. Donc, évidemment, les nouvelles éclosions, ça suit un petit peu la logique de la transmission communautaire parce que souvent, évidemment, l'introduction du virus dans les milieux de travail vient beaucoup d'une acquisition qui s'est faite à l'extérieur du milieu de travail et aussi, on le voit aussi, certains éléments de transmission qui se font, je dirais, au pourtour du contexte de travail qui sont évidemment, les pauses, le covoiturage, tout ce qui touche autour de la période de repas. Donc, on voit vraiment qu'on a bien protégé, on arrive à mettre en place les mesures de base
liées à l'action et au travail même, mais souvent, c'est dans les contextes sociaux, disons-le, autour du milieu de travail qu'on voit des périodes ou des pointes de transmission. Donc, plusieurs secteurs sont touchés. Les secteurs les plus touchés, c'est ceux du commerce et des services commerciaux et personnels. Ça inclut bars, restaurants et tout ça. Au total, excusez-moi, on a donc actuellement 58 milieux de travail touchés pour 212 travailleurs impliqués. L'action de santé publique, bien, comme je vous l'ai dit, on a évidemment tout un volet de surveillance et orientation des interventions. Donc, évidemment, on a eu à travailler avec nos équipes d'expertise les guides de pratique, mais on a aussi à mettre une certaine vigie parce que certains milieux de travail, évidemment, comportent plus de risques de transmission de par soit des facteurs aggravants liés à la difficulté de mettre en place les mesures de distanciation ou de protection. Ou évidemment le nombre d'employés en place et tout ça. Donc, on a un système aussi de gradation ou de priorisation de milieux pour lesquels, soit dans des perspectives de prévention ou de gestion d'éclosion, on va être beaucoup plus proactif et plus, je dirais, agressif, là, je dirais, dans notre intervention. On a évidemment, notre équipe de santé au travail a tout un volet de prévention, donc une ligne téléphonique qui est ouverte 7 jours sur 7. Évidemment, la production de beaucoup d'outils de recommandations traduites dans certaines langues, même pour quand on arrive aux outils pour les travailleurs, parce qu'on a évidemment beaucoup de travailleurs migrants dans certains secteurs. On a aussi des appels proactifs dans certains secteurs, des visites terrain qui se font en collaboration avec la CNESST selon soit des plaintes qu'on a eues ou des secteurs pour lesquels on sait qu'on doit avoir une plus grande vigilance. Et dans le contexte de la gestion des éclosions, comme je le disais, évidemment, la gestion des éclosions, on va proactivement, dès qu'il y a un cas, avoir une première intervention. Et lorsqu'il y a une éclosion, il y a souvent des visites terrain où on va regarder, évidemment, est-ce que toutes les mesures sont en place? Est-ce que l'éclosion est sous contrôle, donc selon le nombre de travailleurs touchés, ou l'évolution durant une certaine période de temps ou la capacité du milieu à mettre en place les mesures de contrôle. Des fois, on va même recommander des fermetures temporaires pour être capable de bien contrôler la situation. Mais je dirais que dans la majorité des cas, on n'a pas besoin de mettre de mesures, je dirais, de mesures qui vont jusqu'à la fermeture. Et avec la bonne collaboration des milieux, je pense que de part et d'autre, on le sait qu'on a tous avantage à étouffer ces éclosions rapidement là pour pouvoir reprendre les activités de l'entreprise. Donc, ça va globalement assez bien. Et maintenant, dans notre gestion d'éclosion, on regarde aussi toutes les caractéristiques aussi un petit peu autour du milieu de travail. Donc, évidemment, le covoiturage, s'il y a un lien avec des éclosions dans la communauté qui fait en sorte qu'on a des fois des groupes de travailleurs qui se rassemblent après le travail. Donc, on va élargir, dans le fond, l'investigation et l'enquête pour s'assurer aussi que les autres sources d'acquisition et de transmission sont aussi contrôlées. Donc, je pense qu'on va laisser la place à la discussion, mais dans le fond, je pense que ce qu'on souhaite vous partager aujourd'hui, c'est évidemment pour nous, le milieu de travail, c'est un milieu avec les entreprises, c'est vraiment une approche de collaboration, une approche évidemment où l'employeur, avec les outils qu'on vous donne ou qu'on met à votre disposition avec la CNESST, a tout avantage à bien les mettre en place. Puis on l'a vu, on a quand même sur une île qui a plus de 60 000 milieux de travail. On n'a quand même pas eu beaucoup de grosses éclosions jusqu'à date. Donc, on voit que les employeurs voient tout l'avantage de bien mettre en place les mesures. Je pense que vous avez aussi un rôle à jouer actuellement dans ce qui est l'engagement de la population parce que nos travailleurs sont aussi des citoyens. Et c'est vraiment dans le contexte social qu'on a vu le plus de difficultés à maintenir ces mesures qui nous amènent à avoir une transmission contrôlée à l'échelle de la population. Donc, je pense qu'on a aussi ce partenariat. Et actuellement, avec nos outils de vigie, puisqu'on a évidemment le traçage, un cas à la fois, c'est très long, les laboratoires, etc. Ce
qu'on prône de plus en plus. On le fait avec le scolaire, on le fait avec les services de garde, les établissements de santé, c'est que les milieux de travail nous déclarent dès qu'ils ont un cas pour qu'on soit très proactif et qu'on n'attende pas qu'on ait une transmission soutenue dans le milieu. Et on se rend compte, par exemple, en milieu scolaire, on est vraiment là, au jour le jour dans la gestion de nos éclosions. Donc, c'est vraiment une approche aussi. Plus on est proche des milieux de travail et des employeurs dans nos relations, plus on va être capable d'éviter des fermetures ou des éclosions mal contrôlées. Donc, je vous remercie. Merci, merci. Bon, alors, allons-y avec toute une série de questions. Merci d'avoir accepté d'échanger, Dr. Drouin. Juste pour nous aider à comprendre, je pense que des gens me posent souvent la question, quand on parle d'une éclosion en milieu de travail, de quoi on parle? Est-ce que c'est un employé qui l'a, on ne sait pas où il l'a pris? Est-ce que c'est une autre personne qui l'attrape et on est certain que c'est par le milieu de travail? Qu'est-ce que c'est une éclosion en milieu de travail? Bien, une éclosion, évidemment, il faut qu'il y ait plus qu'un cas, puis il faut qu'on soit capable d'établir qu'il y a eu un lien épidémiologique entre les deux travailleurs et que ce lien-là, habituellement, c'est fait à l'intérieur du contexte du travail. Donc, on pourrait avoir des entreprises pour lesquelles on a deux travailleurs, mais c'est un mari et une femme. Ils l'ont acquis à l'extérieur dans une fête de la communauté. Ils les ramènent au travail, mais il n'y a pas d'autres travailleurs de toucher. À ce moment-là, même s'ils sont 2 ou 3, si l'acquisition, c'est sûr qu'on va quand même mettre des mesures de contrôle autour des personnes et des contacts potentiels qu'ils ont pu avoir en milieu de travail, mais on ne déclarera pas à ce moment-là le milieu nécessairement comme un milieu en éclosion. Très bien. Et d'autre part, vous avez dit, là, moi j'aime ça les chiffres, je vous dirais que jusqu'ici j'étais, en fait, je manquais de chiffres. Là, vous dites qu'il y a 58 lieux d'éclosion actifs en milieu de travail sur l'île de Montréal. Si j'ai bien compris, 212 personnes. Dans les faits, sur 60 000 entreprises, diriez-vous que vous êtes satisfaite de la façon dont ça se passe dans les milieux de travail? Oui, je dirais, bien, c'est sûr qu'il y a toujours des exceptions, puis des milieux de travail, je dirais, plus... je ne parlerai pas de délinquance, mais dont les mesures ne sont peut-être pas toujours appliquées avec rigueur, mais quand on regarde globalement sur un portrait de 60 000 entreprises, on a quand même, puis on le dit, on a une très bonne collaboration jusqu'à présent, autant dans la perspective de prévention et gestion, puis je donne l'exemple des bars cet été. On a vécu des éclosions dans plusieurs bars, on a mené des interventions proactives, on a eu une belle collaboration. Et les semaines qui ont suivi, clairement, ben oui, il peut y avoir encore quelques bars délinquants, mais globalement, c'était clairement pas un lieu pour lequel on voyait que le feu était pris à Montréal. Donc, on a une belle collaboration, globalement, oui. Et juste pour, encore une fois, dernière chose pour clarifier sur les constats, 58 éclosions actives en milieu de travail, ce n'est pas 58 milieux de travail incluant la santé, incluant les CHSLD, incluant tout ça. Non. Donc, actuellement, notre équipe de milieu de travail, notre équipe en santé au travail ne gère pas, bien, on travaille évidemment avec les CIUS pour tout ce qui touche les travailleurs de la santé. Puis vous avez raison, les travailleurs de la santé, durant la première vague, ont représenté plus de 22 de nos cas. Et ça inclut évidemment les travailleurs d'agence qui travaillent à l'intérieur de ces établissements. Et ça demeure le groupe de travailleurs le plus à risque. On ne se le cachera pas et pour lesquels on a des équipes qui sont uniquement dédiées avec les CIUS, à la fois à mettre les mesures de prévention en place, puis avec les bureaux de santé de ces établissements-là, à s'assurer rapidement de freiner la transmission. Donc, c'est sûr que ça exclut ces milieux-là, là, quand je parle des 58. Peut-être pour nous aider à comprendre aussi, j'ai vu tout à l'heure le tableau où vous présentiez les secteurs. Allons-y avec les types d'emplois. Est-ce qu'à travers les données que vous avez, vous êtes en mesure de détecter que dans des entreprises, ce sont des gens qui sont davantage en contact avec des clients? Est-ce que ce sont des gens qui sont davantage dans des équipes où on doit travailler de façon rapprochée? Ces éclosions-là prennent quelle forme? C'est quel type de travailleurs qui sont les plus affectés dans les entreprises? On a différents, je dirais, personas ou types de. Donc, on a évidemment tout ce qui touche, je dirais, les entreprises de commerce de détail où c'est souvent de la transmission entre deux travailleurs, mais souvent avec une acquisition des fois qui a pu se faire dans la communauté. Donc, évidemment, là, des chaînes de restauration, de fast-food et tout ça, ou de commerce de détail.
souvent très peu de transmission à la clientèle, par contre. Donc, ça reste très délimité là, à ce niveau-là. Comme je vous l'ai dit, on a eu quand même les éclosions des bars où là, on a eu quand même pas uniquement une transmission qui touchait les barmaids ou les employés, mais aussi la clientèle était très touchée. Puis on voyait aussi que les gens s'étaient promenés d'un bar à l'autre. Donc, ils avaient fait de la tournée des bars. Fait que ça, c'est un contexte social particulier. Dans le secteur manufacturier, on a quelques grosses éclosions qu'on a eues qui touchaient aussi des fois la difficulté des pratiques de proximité. Le travail fait en sorte qu'on est obligé d'être collé sur notre collègue. Donc, on a aussi là, dans ces contextes-là, pas tant travailler le volet de socialisation, mais vraiment des mesures en place dans la chaîne de production pour s'assurer, évidemment, que la transmission soit limitée. Donc, c'est beaucoup, évidemment, le secteur de la santé qui est un autre secteur. Donc, on n'a pas... mais comme je le dis, la majorité de nos éclosions, c'est des 3, 4, moins de 10. Et quelques-unes, on a évidemment là, des 25, 30 personnes, mais c'est très, très sporadique. Parlons des dynamiques maintenant, des tailles d'entreprise. Il y a des grandes entreprises, on s'entend qu'ils ont des ressources, ils ont pu revoir leur processus, ils ont pu faire les investissements. Il y a des PME, toutes les entreprises de commerce de détail souvent sont des PME. Êtes-vous capable de détecter une plus grande vulnérabilité chez des petites entreprises? Dans les éclosions qu'on voit, est-ce que ça a lieu indifféremment des tailles d'entreprise ou si c'est plus fréquent chez les petites? Je ne pense pas que c'est sûr que lorsque la taille de l'entreprise est plus grosse, déjà, nous, on va avoir une intervention qui va être plus proactive et plus importante parce qu'évidemment, on veut s'assurer que ça ne s'étende pas trop. Mais je dirais que quand même les petites entreprises, puis des fois, c'était des chaînes commerciales internationales, là, mais même les petites PME n'ont pas plus été touchées là, que des grosses entreprises manufacturières ou des chaînes et des grandes bannières qu'on connaît très bien. Donc, je ne pense pas qu'on a il y a quelque chose qui se dessine là, pour dire que les petites entreprises ont moins eu soit la capacité ou l'ont moins fait ou l'ont moins bien fait. Là. Nos chiffres ne nous permettent pas d'arriver à ce type de conclusion-là. Peut-être maintenant, passons dans une réalité beaucoup plus opérationnelle. Je suis une entreprise, que je sois une filiale d'une multinationale ou une entreprise locale. J'ai un employé qui tombe malade et ça confirme, c'est la COVID. J'en ai un autre, donc j'en ai deux. Donc, je peux savoir qu'il y a peut-être de la transmission. Qu'est-ce que vous vous attendez à ce moment-là à ce qu'une entreprise fasse? Vous appelez-vous, vous avez montré un numéro de téléphone, il y a un seul appel à faire, deux appels. Comment est-ce que ça doit se passer de la façon la plus efficace possible en milieu de travail? Donc, il y a deux voies possibles. Probablement que l'entreprise va être au courant avant nous qu'il y a un cas. Nous, on reçoit les laboratoires, mais par le temps que l'enquête se fait puis qu'on arrive à identifier que Monsieur X travaille à tel endroit puis qu'on l'appelle, souvent, il y a quand même un délai important. Donc, c'est pour ça que alors que la personne qui a reçu son résultat, souvent le premier réflexe qu'il a, c'est d'appeler son employeur. Donc, pour nous, déjà, si on veut réduire le délai d'intervention, si l'entreprise nous appelle directement pour dire j'ai deux cas qui viennent de m'être déclarés, c'est sûr que à la base, le premier message à dire à ses employés, c'est si vous avez des symptômes d'allure qui s'apparentent à la COVID, vous ne rentrez pas travailler. Et vous allez vous faire dépister et de rassurer surtout ce qu'on voit dans certains secteurs d'activité avec des travailleurs peut-être plus vulnérables. On voit que les travailleurs ont peur ou ne veulent pas aller se faire dépister parce qu'ils savent c'est quoi la conséquence, puis ils ne connaissent pas, ils pensent qu'ils n'auront pas de salaire pendant les 14 jours ou les 10 jours où que leur femme va devoir s'isoler. Donc, il est mieux ne pas le dire et aller travailler avec des fois des symptômes à faible intensité, mais qui demeurent quand même un potentiel de contagion. Donc, c'est sûr que la première façon, c'est de s'assurer, que les mesures sont en place, que les employés sont partenaires avec vous, puis qu'ils comprennent qu'ils n'ont pas à se sentir coupables s'ils développent la COVID, une transmission communautaire, même s'ils l'ont attrapé à la fête du quartier ou etc. Il y a quand même le milieu de travail. Fait que déjà, ça enlève des barrières au dépistage.
Après, évidemment, on demande aux gens, aux entreprises, si ce n'est pas nous qui les appellent, de nous appeler le plus rapidement possible, qui nous permet, nous, de faire le premier volet de l'enquête. On a évidemment l'enquête auprès des cas, mais après ça, on fait une enquête milieu où on regarde, dans le fond, l'ensemble des contacts étroits qui auraient pu être donc à risque élevé, qui auraient pu être en cause dans le milieu de travail pour pouvoir les isoler eux aussi le plus rapidement possible. On va, des fois, même si on voit qu'on détecte vraiment une éclosion, on va renforcer des mesures. Des fois, ça va se faire par téléphone. Des fois, ça nécessite une visite terrain. On donne aussi des outils de gestion à l'employeur pour lui permettre là, de vraiment, je dirais, mettre les mesures en place, mais aussi suivre l'évolution de son éclosion. On va soutenir l'équipe de RH, de ressources humaines, face aux directives à donner aux employés. Et souvent, s'il y a des enjeux, je dirais, de certaines communautés particulières, on a même des interprètes ou des gens, on a une cellule ethnoculturelle qui peut accompagner. Ça nous est arrivé dans quelques éclosions d'avoir à amener des gens de la communauté sur place pour bien expliquer puis enlever les craintes dans certaines entreprises de certains employés de représailles, de bien expliquer les consignes. Et si vraiment l'éclosion est de plus grosse envergure, on le fait dans quelques cas, de déployer des unités de dépistage mobile sur le milieu de travail pour être capable d'aller chercher tout le monde en même temps et encore une fois de réduire les barrières au dépistage. Juste pour qu'on évalue correctement l'efficacité de la réponse, diriez-vous que l'impression qu'on a, c'est que dans la majorité des cas dans le secteur privé, dès que c'est détecté, il y a une intervention très rapide et en général, la contamination du milieu arrête très rapidement. Est-ce que c'est une bonne perception qu'on a? Oui, dans la majorité des cas, puis il y a un lien qu'on vous donne, c'est il y a un guide quand même de base, des mesures, puis des mesures à prendre face à un cas, qui fait en sorte que déjà l'entreprise peut mettre en place les premiers gestes à poser, dans le fond, pour éviter une transmission secondaire. Donc, oui, dans la majorité des cas, je veux dire, avec les conseils de base et une intervention de base, on arrive à bien contrôler. Puis évidemment, c'est aussi une école et un apprentissage pour le milieu parce qu'avec un cas, la prochaine fois, ils connaissent bien la marche à suivre et ils sont plus autonomes pour le faire. Mais pour les plus grosses éclosions, évidemment, bien, à ce moment-là, il y a quand même des contextes où ça devient complexe. Comme je le disais, dans certaines entreprises où il y a plus de travailleurs migrants, bien, ça nous amène à développer une approche un petit peu plus holistique, complète, pour nous amener à vraiment faire en sorte que toutes les mesures soient en place pour contrôler la transmission. Je veux vous amener sur un sujet qui m'est cher et sur lequel je me suis prononcé publiquement à plusieurs reprises, la question du centre-ville et des tours à bureaux. On le voit, il y a très peu de travailleurs, on le voit, beaucoup d'employeurs ont même des fois décrété que ce ne sera pas avant le 1er janvier, des fois pas avant le 1er juin, avec des impacts économiques très négatifs sur la trame commerciale. D'un point de vue de santé publique, diriez-vous que présentement, dans les tours à bureaux, la situation est parfaitement sous contrôle, ce qui est mon impression? Je n'entends pas parler de transmission pour ceux qui travaillent au centre-ville. Non, pour l'instant, on n'a pas de... Bien évidemment, les tours à bureaux sont très peu occupés actuellement, mais il n'y a pas d'éclosion franche. C'est sûr que si du jour au lendemain, tout le monde convergeait à la fois dans le transport en commun et dans ces tours-là, dans les ascenseurs, etc., il y a quand même, ça représente un risque. Là. On parle beaucoup là, des 3 R, donc d'éviter les rassemblements, les rapprochements, donc, et d'être dans des espaces restreints, fermés, qui sont vraiment, je dirais, le cocktail pour les milieux à risque. Mais donc, clairement, je pense que j'entends très bien les impacts économiques que ça représente sur notre ville, notre centre-ville et sur ces tours, tout ce qui gravite autour des tours à bureaux. Je fais juste revenir sur votre réponse parce que vous avez dit, c'est sûr que si tout le monde revient, ce serait un problème. On serait correct avec 25 %? Oui, on n'a pas changé le 25 % pour le moment. Parce qu'on est loin de ce 25 %. Donc, oui, on a encore de la marge. On a encore de la marge. Oui, les gens peuvent revenir. Parfait.
Et puis, je ne sais pas si c'est juste la santé publique qui met cette... je pense que le contexte de la pandémie a aussi changé les milieux de travail dans leur façon de voir même la suite du télétravail à l'intérieur. Donc, il y a d'autres facteurs qui vont influencer le fait qu'on va passer de 25 à 30 et la remontée, la vitesse à laquelle elle va s'opérer. Parfait. Peut-être vous êtes responsable de la santé publique sur l'île de Montréal. Peut-être vous amener sur la différence de la situation en milieu urbain dense, Montréal, versus le reste du Québec. On a eu une première vague où, de toute évidence, Montréal était très touché. Pendant un certain temps, il y avait presque cette distinction entre ça, on sait bien, c'est Montréal, puis le reste de la province. Là, on s'aperçoit que ce n'est pas du tout le cas. Je suis chaque jour les courbes dans les régions et je vois que Montréal n'est pas du tout l'endroit où il y en a le plus par milliers d'habitants ou centaines de milliers d'habitants. Qu'est-ce qu'on doit avoir comme approche par rapport à Montréal, sa densité qui est différente de ce qu'on observe dans le reste du Québec? Est-ce qu'il y a des choses que vous préconisez qui sont différentes du point de vue de Montréal? Oui, c'est sûr que je suis toujours la tenante qui apporte les spécificités montréalaises. C'est clair que lorsqu'on arrive à un niveau comme un palier rouge de transmission communautaire assez intense, notre capacité à éteindre les feux puis à être dans une approche que j'appelle chirurgicale puis à être capable de tout saisir et à assurer une bonne vigie des éclosions, dans un contexte urbain, c'est beaucoup plus difficile je prends toujours au Bas-Saint-Laurent. Donc, ça nécessite, quand tu as 400 cas dans des communautés culturelles qui ne répondent pas au téléphone nécessairement quand tu fais les enquêtes, etc., ça prend des systèmes d'information et des outils de vigie pour être très réactifs, qui sont beaucoup plus puissants que ce que tu es capable de faire quand tu as 15 à 20 cas dans une région, puis que tu peux faire ton enquête à la mitaine sur le bord de ton bureau et de retrouver les sources. Donc, c'est sûr que pour nous, on regarde évidemment des approches qui vont nous aider à, au lieu de tout faire, tous les cas en même temps, on regarde beaucoup des approches qui vont nous aider à cibler et prioriser ce qu'on appelle les super spreaders ou les sources ou les événements, puis être capable d'y aller rapidement. Donc, on a à raffiner actuellement nos outils de vigie. Il y a des outils qui existent aussi liés aux eaux usées, etc. Donc, à Montréal, je pense qu'on a à la fois dans nos outils de vigie à être avoir des outils plus fins et plus rapides. Et on doit aussi avoir des approches de retraçage qui nous permettent évidemment là, d'aller chercher ce qui n'est pas dans nos milieux institutionnels. On est très bon pour aller chercher dans les écoles, dans les hôpitaux, mais quand ça devient dans une communauté ethnoculturelle, dans nos églises, dans des rassemblements de danse, là, on a très peu de capacité à retracer rapidement et à amener les gens à s'isoler rapidement. Donc, c'est sûr que ce n'est pas tout à fait la même logique qu'en région et on peut plus facilement perdre le contrôle si ces outils-là ne sont pas à notre disposition. Iriez-vous jusqu'à dire que la réalité des grandes villes très denses, c'est que les applications Internet, les applications qui facilitent le traçage sont encore plus importantes parce que justement, il y a cette multiplicité des cas de contact dans les grandes villes. Diriez-vous jusqu'à dire que donc on devrait tous, au moins dans la ville de Montréal, adopter l'application? Bien, certainement qu'une application comme ça, c'est pas de la magie non plus, là, mais c'est sûr que dans un contexte urbain, on a plus d'avantages il y a plus d'avantages à en retirer sur le contrôle de la transmission de la pandémie. Mais il n'y a pas de solution magique. Pour moi, c'est un éventail d'éléments, de stratégies à mettre en place. Si je regarde un des succès qu'on a eu à la première vague, puis qu'on en parle très peu, mais c'est tout notre continuum pour toute l'itinérance. On n'a presque pas eu, on a eu quelques cas, pas d'éclosion dans un secteur pour lequel on le savait qu'on avait une grande vulnérabilité. Et donc, je pense il y a toute cette approche, je dirais, d'outils technologiques mélangés aussi avec des approches terrain. Actuellement, on est en train, je vais vous donner l'exemple, on a eu dans le contexte de la communauté juive et certaines sous-communautés juives, on a eu quand même beaucoup de cas dernièrement. Donc là, on est en train de développer
des alliances pour avoir des enquêteurs dans ces communautés-là qui viennent nous soutenir et qui nous permettent de mieux je dirais, pénétrer ou arriver à comprendre ce qui se passe sur le milieu. Et c'est à la fois un mix technologique, mais aussi d'avoir des réseaux bien tissés avec le terrain pour être capable d'intervenir rapidement. Je pense que c'est aux deux niveaux qu'il faut travailler. Je veux vous amener brièvement sur, appelons-le, le reste des enjeux sanitaires de notre société. On le sait, la COVID, c'est la crise qui nous frappe avec tous ces enjeux de santé publique. On le dit, par le biais d'une crise économique qui en a découlé, il y a d'autres enjeux de santé publique qui peuvent émerger. Moi, je vois des entrepreneurs qui sont très stressés. On peut voir beaucoup d'employés qui sont incertains sur leur emploi. Il y a une saison normalement morte qui s'en vient, là, qui est octobre-novembre dans le commerce de détail, qui nous mène normalement à une frénésie de Noël. Est-ce qu'on l'aura? Comment vous jonglez dans vos décisions de santé publique entre la crise de la pandémie avec tous ces enjeux de santé publique et tout le reste des enjeux de santé publique qui découlent de décisions qui passent par l'économie? Exactement, c'est le deuxième objectif sur lequel on travaille, qui est la mitigation des impacts collatéraux. Je pense qu'il y a deux façons de le voir. Premièrement, à chaque fois qu'on prend une décision de fermer ou de rajouter une mesure de santé publique, il faut se poser la question quels sont les impacts collatéraux que ça va engendrer, quel groupe va être touché, puis qu'est-ce que je mets comme mesure complémentaire pour réduire évidemment ces impacts-là. Que ce soit les mesures qu'on a mis évidemment en scolaire, que l'on met, on a eu un décret pour le temps supplémentaire des infirmières, etc. On met des mesures dans la gestion de la pandémie, mais qui ont des impacts énormes sur des vies, et c'est la même chose sur le volet économique. Mais je pense qu'on doit aussi, le deuxième volet, c'est de voir comment, comme société, on réfléchit aussi à, d'habitude, quand on vit une urgence sanitaire, on met tout de suite un comité rétablissement. Et là, c'est une pandémie qui est tellement longue dans le temps que le rétablissement, on ne sait pas quand il va arriver. Mais on devrait, de manière intersectorielle, déjà réfléchir tant d'une perspective économique que sociale, que d'inégalité, que de développement de nos jeunes, nos 18-24 ans qui vivent des grosses détresses. Qu'est-ce qu'on leur offre pour rêver le après, pour les engager? Dans les 6 conditions de l'OMS, une des conditions, c'est vraiment l'engagement de la population. Ce n'est pas juste l'engagement de la population à mettre son masque, se laver les mains, c'est l'engagement de la population à être capable de développer cette résilience sociale, à être capable de se projeter dans l'après-pandémie. Et ça, je pense qu'on a à le construire. On est très axé actuellement sur le contrôle de la transmission, puis c'est correct. Là, je pense qu'on a des impacts sur nos hôpitaux, puis on a des décès associés qui sont inacceptables. Mais de notre côté, il faut aussi qu'on organise comme société le développement de cette résilience-là et de ce plan de rétablissement de notre société dans toutes ses sphères, autant sociales, économiques, environnementales. On va regarder un petit peu vers l'avenir et on sait bien, il y a beaucoup de décisions que c'est ni vous ni moi qui les prenez, mais on va regarder ce qui se passe présentement. On le voit dans la région de Montréal, là, ça a commencé à diminuer. Là, on est sur un plateau. En tout cas, ce n'est plus en croissance. On l'a vu pour l'ensemble du Québec. Comment vous évaluez la probabilité que le 28 octobre, on soit sorti de la zone rouge à Montréal? Qu'on soit sorti de la zone rouge. C'est une très bonne... je ne sais pas jusqu'à quel point le plateau qu'on vit va devenir un plateau constant, mais normalement, c'est sûr que si l'application des mesures dans notre sphère sociale est bien appliquée par la population, on devrait voir une baisse aussi là, de nos taux d'incidence et de nos taux de positivité. La question qu'on doit se poser, c'est après le 28, en sachant que les mesures qu'on avait post-déconfinement mises en place, certaines mesures ont quand même fait, ne nous ont pas permis d'avoir une transmission contrôlée. On ne s'attend pas à avoir 0 cas. Il va toujours y en avoir de la transmission, des éclosions, on va les gérer, mais l'idée, c'est de jamais avoir des hausses brutales. Donc, on doit réévaluer, je pense, nos mesures de base. Et identifier les endroits, les milieux, les événements dans lesquels on le sait que c'est nos événements super spreaders, là, excusez l'anglicisme,
Et peut-être se dire que collectivement, ces événements-là, on ne peut pas se permettre jusqu'à temps qu'on ait un vaccin. Par contre, c'est pas vrai qu'on va pouvoir couper la vie sociale des gens pendant encore 9 mois ou 6 mois. Ça c'est sûr qu'on le fait dans une période courte. Et il faut, dans le fond, arriver à redéfinir cet équilibre-là. Il n'y a pas de science parfaite, mais clairement, on ne reviendra pas aux mêmes mesures. Toujours, je vous pose des questions délicates, vous répondez jusqu'où vous voulez aller. À ma connaissance, on sait qu'il y avait peu de cas de diffusion, de d'éclosion en milieu de restauration, en milieu culturel. Est-ce qu'il est envisageable que même si on reste en zone rouge à partir du 28, qu'on ait suffisamment passé le message qu'il faut être prudent sur les rassemblements sociaux? Est-ce qu'on pourrait envisager que même si on reste en zone rouge, on repermet aux restaurants et aux lieux culturels d'ouvrir et de fonctionner, évidemment avec toutes les mesures? Est-ce que c'est quelque chose qu'on pourrait envisager? Je ne sais pas si on reste en zone rouge, c'est sûr qu'il faut voir quand même une baisse de la transmission, mais je pense que si... je vais revenir sur mon 3R, là, je suis tannante, là, mais si on est capable de mettre des conditions pour que dans les restaurants, les rassemblements ne soient pas si en grand nombre, donc qu'il y ait soit une bonne ventilation, une bonne façon de disposer les gens pour qu'il y ait une certaine distance et limiter le nombre de personnes par table. Je pense qu'on l'a vu, là, cet été, on n'a pas eu de grosses éclosions en restauration. Donc, je pense probablement que les balises pourraient être différentes, mais j'imagine que c'est quand même un secteur. C'est sûr que si dans le restaurant, il y a la télévision avec le hockey qui joue très fort puis que les gens crient puis chantent, ben non, ça c'est... Donc, probablement qu'il va falloir encadrer les pratiques et des mesures qui vont faire en sorte qu'on va limiter au maximum la capacité, le risque d'éclosion et de transmission. Mais je souhaite imaginer qu'on va pouvoir réouvrir les restaurants. Évidemment, je vous dirais que c'est rare que dans les musées, on crie et qu'on postillonne trop. Donc, peut-être qu'on pourra quand même revoir ces situations-là parce que je vous dirais que beaucoup de gens ne comprennent pas. Il y avait un message à passer. Peut-être qu'on pourrait travailler là-dessus. Je vous pose une dernière question. Le temps a filé. La question des sports d'hiver, la question des activités extérieures. Il y a beaucoup d'activités. Le milieu des affaires, dans un grand segment, tourne autour des activités extérieures liées aux sports d'hiver. Comme spécialiste de santé publique, qu'est-ce que vous voyez venir comme capacité de faire du ski, capacité d'opérer des centres de ski de fond, capacité d'opérer des patinoires extérieures? Comment vous voyez ça dans un contexte de pandémie, peut-être encore en zone rouge? Bien, clairement, le fait que c'est à l'extérieur, pour nous, c'est quand même un niveau de risque plus faible. On le sait, là, la ventilation, le fait d'être à l'extérieur, il y a quand même, le fait d'être dans des espaces restreints, fermés, mal ventilés, hausse le risque. Fait que déjà là, je dirais oui. Au contraire, il faut, je pense, développer des activités extérieures intéressantes pour la population qui va les amener à combler ce vide d'activité actuellement puis sans les mettre à risque. Par contre, évidemment, probablement qu'il va y avoir des restrictions. Puis là, je ne suis pas en train de donner des grandes nouvelles là, sur tout ce qui est le sport de contact. Il y a quand même des types d'activités extérieures qui sont moins à risque que d'autres. Faire du ski de fond tout seul avec votre conjoint, etc. S'il y a des mesures autour des chalets, etc., qui sont bien mises en place, le risque peut être moindre versus ouvrir la patinoire avec plein de gens du quartier qui se mettent à jouer au hockey. Donc là, probablement qu'on ne va pas évaluer le risque de la même manière. Mais clairement, tant au niveau culturel que sportif, même avec la Ville de Montréal, on le travaille actuellement. Il faut réfléchir à maintenir nos gens à l'extérieur le plus possible, même dans les contextes, lorsqu'on va réouvrir le contexte social. Parce que c'est beaucoup mieux de faire une activité sociale extérieure que d'être dans un bar ou dans une salle fermée. Là. Donc, ce que vous dites, c'est aux marchands de ski de fond, de raquettes, équipez-vous parce qu'il va y avoir de la demande dans le temps des fêtes. Comme le vélo cet été. Comme le vélo cet été, c'est ça. Écoutez, merci beaucoup. C'est tout le temps qu'on avait. C'est important de faire le point. Je vous invite, je vous l'ai dit privément, plus on aura de données, plus on aura de data,
plus on va comprendre et plus on pourra prendre des bonnes décisions d'un point de vue, évidemment, des décideurs privés. Et j'invite tous ceux qui nous écoutent à bien comprendre le message que dès que vous détectez qu'il y a de la possibilité de transmission, d'éclosion, contactez la santé publique. Ce qu'on entend, c'est que plus on intervient rapidement, moins il y a de conséquences graves sur l'organisation, moins on doit fermer, moins on a d'employés qui sont touchés. Donc, contactez rapidement dès que vous détectez qu'il y a possibilité d'éclosion sur vos lieux de travail. Encore une fois, merci beaucoup, Dr. Drouin. Merci beaucoup. Merci de l'invitation.